Aujourd'hui, nous allons explorer une interview fascinante que je dois à l'un de mes abonnés. Lolo, c'est moi, Popo. Merci à toi. Cette interview nous plonge dans l'univers de DeepSeek, l'entreprise chinoise à la pointe de l'innovation en intelligence artificielle. Son PDG, Liang Wenfeng, nous livre une vision unique du développement de l'IA en Chine et de la philosophie qui guide son entreprise. De la guerre des prix des modèles d'IA à leur approche singulière de l'innovation, cette conversation nous offre un aperçu rare des coulisses d'une des entreprises les plus intrigantes du secteur. Je l'ai traduite pour vous, alors installez-vous confortablement. Avant d'aller dans le vif du sujet, je tenais à vous annoncer le lancement de ma nouvelle chaîne Vision Actu, où je décrypte les tendances géopolitiques et financières. Cette histoire de DeepSeek est d'ailleurs directement liée à des enjeux que j'y aborde en détail. Le lien est dans la description. Maintenant, place à notre sujet du jour. Après la sortie du modèle DeepSeek 2.02, une guerre des prix féroce s'est rapidement déclenchée dans le domaine des grands modèles. Certains disent parce que vous êtes le poisson-chat qui agite l'industrie. Nous n'avions pas l'intention d'être un poisson-chat, nous le sommes devenus par accident. Ce résultat vous a-t-il surpris ? Très surpris. Nous ne pensions pas que le prix serait si sensible pour tout le monde. Nous avons simplement suivi notre propre rythme et calculé nos prix en fonction des coûts. Notre principe, c'est de ne pas perdre d'argent, mais de ne pas non plus faire de profit excessif. Ce prix inclut juste une petite marge au-dessus du coût. 5 jours plus tard, Zhipu AI a suivi, puis ByteDance, Alibaba, Baidu, Tencent et d'autres grandes entreprises. Zhipu AI a baissé le prix d'un produit d'entrée de gamme. Leur modèle de notre niveau reste très cher. ByteDance a été la première à vraiment suivre. Ils ont baissé leur modèle phare au même prix que le nôtre, ce qui a déclenché les baisses de prix des autres grandes entreprises. Comme leurs coûts de modèle sont beaucoup plus élevés que les nôtres, nous ne pensions pas que quelqu'un ferait cela à perte, mais cela s'est transformé en une logique de subvention comme à l'époque d'Internet. De l'extérieur, la baisse des prix ressemble à une course aux utilisateurs, comme c'était souvent le cas pendant l'ère Internet. Attirer les utilisateurs n'était pas notre objectif principal. Nous avons baissé les prix d'une part parce que nous avons réussi à réduire les coûts en explorant la structure de la prochaine génération de modèles, et d'autre part parce que nous pensons que tant l'API que l'IA devraient être accessibles et abordables pour tous. Avant cela, la plupart des entreprises chinoises copiaient directement la structure Llama de cette génération pour faire des applications. Pourquoi avez-vous choisi de vous concentrer sur la structure du modèle ? Si l'objectif est de faire des applications, alors utiliser la structure Llama pour lancer rapidement des produits est un choix raisonnable. Mais notre objectif est l'AGI, ce qui signifie que nous devons étudier de nouvelles structures de modèles pour obtenir des capacités plus puissantes avec des ressources limitées. C'est l'une des recherches fondamentales nécessaires pour évoluer vers des modèles plus grands. En plus de la structure du modèle, nous avons fait beaucoup d'autres recherches, notamment sur la construction des données, et comment rendre le modèle plus humain. Tout cela se reflète dans les modèles que nous publions. De plus, la structure de Llama a probablement 2 générations de retard en termes d'efficacité d'entraînement et de coût d'inférence par rapport au niveau avancé international. D'où vient principalement cet écart générationnel ? D'abord, il y a un écart dans l'efficacité de l'entraînement. Nous estimons qu'entre le meilleur niveau chinois et le meilleur niveau international, il peut y avoir un facteur 2 de différence dans la structure du modèle et la dynamique d'entraînement, ce qui signifie que nous devons consommer 2 fois plus de puissance de calcul pour obtenir le même effet. De plus, il y a probablement aussi un facteur 2 de différence dans l'efficacité des données, ce qui signifie que nous devons consommer 2 fois plus de données d'entraînement et de puissance de calcul pour obtenir le même effet. Au total, cela représente 4 fois plus de puissance de calcul. Notre travail consiste à réduire constamment ces écarts. La plupart des entreprises chinoises choisissent de faire à la fois les modèles et les applications. Pourquoi DeepSeek a-t-il choisi de se concentrer uniquement sur la recherche et l'exploration pour le moment ? Parce que nous pensons que le plus important maintenant est de participer à la vague d'innovation mondiale. Pendant de nombreuses années, les entreprises chinoises se sont habituées à ce que d'autres fassent l'innovation technologique et que nous l'utilisions pour faire des applications commerciales. Mais ce n'est pas une évidence. Dans cette vague, notre point de départ n'est pas de faire de l'argent rapidement, mais d'aller à la frontière technologique pour faire avancer tout l'écosystème.
Les ères d'Internet et de l'Internet mobile ont laissé à la plupart des gens l'impression que les États-Unis excellent dans l'innovation technologique tandis que la Chine excelle dans les applications. Nous pensons qu'avec le développement économique, la Chine doit progressivement devenir un contributeur, plutôt que de continuer à profiter des autres. Au cours des 30 dernières années de la vague IT, nous n'avons pratiquement pas participé à la véritable innovation technologique. Nous nous sommes habitués à ce que la loi de Moore nous tombe du ciel, à rester assis chez nous en attendant que de meilleurs matériels et logiciels apparaissent tous les 18 mois. La loi de l'échelle est traitée de la même manière. Mais en réalité, c'est la communauté technologique occidentale qui a créé cela génération après génération avec persévérance. C'est seulement parce que nous n'avons pas participé à ce processus auparavant que nous avons ignoré son existence. Aux États-Unis, c'est une innovation très ordinaire parmi les nombreuses qui se produisent chaque jour. S'ils sont surpris, c'est parce que c'est une entreprise chinoise qui rejoint leur jeu en tant que contributeur à l'innovation. Après tout, la plupart des entreprises chinoises ont l'habitude de suivre plutôt que d'innover. Mais ce choix, dans le contexte chinois, semble aussi très luxueux. Les grands modèles sont un jeu qui demande beaucoup d'investissement. Toutes les entreprises n'ont pas les moyens de se concentrer uniquement sur la recherche d'innovation sans d'abord penser à la commercialisation. Le coût de l'innovation est certainement élevé, et cette habitude passée de tout importer était aussi liée aux conditions nationales de l'époque. Mais maintenant, que ce soit la taille de l'économie chinoise ou les profits des grandes entreprises comme ByteDance et Tencent, ils ne sont pas faibles au niveau mondial. Ce qui nous manque pour innover n'est certainement pas le capital, mais la confiance et le savoir-faire pour organiser des talents de haute densité pour réaliser une innovation efficace. Pourquoi les entreprises chinoises, y compris les grandes entreprises qui ne manquent pas d'argent, considèrent-elles si facilement la commercialisation rapide comme leur première priorité ? Au cours des 30 dernières années, nous n'avons mis l'accent que sur l'argent, en négligeant l'innovation. L'innovation n'est pas uniquement motivée par le commerce, elle nécessite aussi de la curiosité et un désir de créer. Nous sommes simplement contraints par cette inertie du passé, mais c'est aussi une phase. Vous êtes une entreprise commerciale, pas un laboratoire de recherche publique. Comment protégez-vous vos intérêts commerciaux si vous partagez toutes vos innovations en open source ? Par exemple, quand vous avez créé votre nouvelle architecture MLA en mai, d'autres entreprises vont pouvoir la copier rapidement, non ? Mais avant de voir ça, très rapidement, j'aimerais vous parler du nouveau projet que j'ai en ce moment. Comme vous le savez, sur cette chaîne, on analyse toutes les sorties et toutes les nouveautés en rapport avec l'IA. Mon but est avant tout de faire découvrir cette magnifique technologie au plus grand nombre et surtout, et avant tout, d'éveiller les consciences par rapport à l'IA. Comme je vous l'ai déjà dit, je ne sais pas vous, mais moi, quand j'en parle autour de moi, les gens n'ont pas vraiment conscience de ce qu'est l'IA. Ils ne se rendent pas compte de l'impact que celle-ci va avoir dans la société. Un impact monumental. Alors je l'ai déjà dit, je ne fais pas de placement de produits sur cette chaîne, je veux la garder la plus authentique possible. Alors c'est pour cela que j'ai créé une formation si vous voulez apprendre à utiliser l'IA dans absolument tous les domaines de votre vie. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, je pense qu'il y a de très grandes chances que vous utilisiez déjà l'IA, notamment ChatGPT par exemple. Eh bien, si vous voulez pousser beaucoup plus loin votre réflexion et apprendre à utiliser tous les outils de l'IA, et savoir comment exactement les appliquer à tous les domaines de votre vie, vous pouvez regarder le lien que je vais vous laisser en commentaire épinglé sous la vidéo. Donc n'hésitez pas à y faire un tour si vous êtes intéressé par le sujet. Je tiens juste à préciser que vous aurez également accès à la communauté Vision IA. J'ai lancé le projet il y a très peu et vous êtes déjà plus d'une centaine à avoir fait l'acquisition de la formation. Ce qui est vraiment bien, c'est que vous venez de beaucoup de domaines différents. Et j'adore discuter avec vous régulièrement de savoir comment appliquer les outils que vous apprenez dans vos domaines précis. C'est vraiment intéressant. Bref, désolé pour la petite coupure, je ne perds pas plus de temps et je vous rappelle que vous trouverez tous les liens dans la description ou dans les commentaires de la vidéo. Face à une technologie disruptive, les barrières créées par le code fermé sont temporaires. Même OpenAI, malgré son code fermé, ne peut empêcher d'être rattrapé par d'autres. Donc nous ancrons notre valeur dans l'équipe. Nos collègues grandissent dans ce processus, accumulent beaucoup de savoir-faire, forment une organisation et une culture capables d'innover. C'est ça notre barrière. L'open source et la publication d'articles ne font pas vraiment perdre quoi que ce soit. Pour les techniciens, être suivi est très gratifiant. En fait, l'open source est plus un comportement culturel que commercial. Donner est une forme d'honneur supplémentaire.
Une entreprise qui fait cela a aussi un attrait culturel. Comment voyez-vous les points de vue des partisans du marché comme Zhu Xiaoyu? Zhu Xiaoyu est cohérent, mais son approche convient mieux aux entreprises qui veulent gagner de l'argent rapidement. Si vous regardez les entreprises américaines les plus rentables, ce sont toutes des entreprises technologiques qui ont accumulé lentement avant de percer. Mais avec les grands modèles, la simple avance technologique peut difficilement former un avantage absolu. Sur quoi pariez-vous de plus grand? Nous voyons que l'IA chinoise ne peut pas rester éternellement en position de suiveur. Nous disons souvent que l'IA chinoise a 1 ou 2 ans de retard sur les États-Unis, mais le véritable écart est entre l'original et l'imitation. Si cela ne change pas, la Chine ne sera toujours qu'un suiveur, donc certaines explorations sont inévitables. Le leadership de Nvidia n'est pas seulement le résultat des efforts d'une entreprise, mais le résultat des efforts conjoints de toute la communauté technologique occidentale et de l'industrie. Ils peuvent voir les tendances technologiques de la prochaine génération et ont une feuille de route en main. Le développement de l'intelligence artificielle chinoise a également besoin d'un tel écosystème. De nombreuses puces nationales ne se développent pas non plus en raison du manque de communautés technologiques de soutien, et n'ont que des informations de seconde main. Donc la Chine a inévitablement besoin que certains se tiennent à la frontière technologique. Le DeepSeek actuel a une sorte d'idéalisme qui rappelle les débuts d'OpenAI et est aussi open source. Choisirez-vous plus tard de devenir closed source? OpenAI et Mistral sont tous deux passés de l'open source au closed source. Nous ne passerons pas en closed source. Nous pensons qu'il est plus important d'avoir d'abord un écosystème technologique fort. Avez-vous des plans de financement? Selon certains médias, Ubiquant a des plans pour une introduction en bourse indépendante de DeepSeek et les startups AI de la Silicon Valley finissent toutes par devoir s'allier avec les grandes entreprises. Nous n'avons pas de plan de financement à court terme. Notre problème n'a jamais été l'argent, mais l'embargo sur les puces haut de gamme. Beaucoup pensent que faire de l'AGI et faire du trading quantitatif sont deux choses complètement différentes. Le trading quantitatif peut se faire discrètement, mais l'AGI nécessite peut-être plus de visibilité et d'alliance pour augmenter vos investissements. Plus d'investissement ne produit pas nécessairement plus d'innovation. Sinon, les grandes entreprises pourraient monopoliser toute l'innovation. Si vous ne faites pas d'application maintenant, est-ce parce que vous n'avez pas les gènes opérationnels? Nous pensons que la phase actuelle est une période d'explosion technologique, pas une période d'explosion des applications. À long terme, nous espérons former un écosystème où l'industrie utilise directement notre technologie et nos productions. Nous ne nous occupons que des modèles de base et de l'innovation de pointe. Puis d'autres entreprises construisent des activités B2B et B2C sur la base de DeepSeek. Si nous pouvons former une chaîne industrielle complète en amont et en aval, nous n'aurons pas besoin de faire nous-mêmes des applications. Bien sûr, si nécessaire, nous n'avons pas d'obstacle à faire des applications, mais la recherche et l'innovation technologique resteront toujours notre première priorité. Mais si on choisit l'API, pourquoi choisir DeepSeek plutôt qu'une grande entreprise? Le monde futur sera probablement basé sur une division professionnelle du travail. Les grands modèles de base nécessitent une innovation continue, et les grandes entreprises ont leurs limites de capacité. Ce n'est pas forcément approprié pour elles. Mais la technologie peut-elle vraiment créer un écart? Vous avez aussi dit qu'il n'existe pas de secret technologique absolu. La technologie n'a pas de secret, mais la réinitialisation nécessite du temps et des coûts. Les cartes graphiques de Nvidia, théoriquement, n'ont aucun secret technologique et sont faciles à copier, mais réorganiser une équipe et rattraper la technologie de la prochaine génération prend du temps, donc les barrières réelles sont encore très larges. Après votre baisse de prix, ByteDance a été le premier à suivre, montrant qu'il ressentait une certaine menace. Comment voyez-vous les nouvelles solutions pour les startups en concurrence avec les grandes entreprises? Honnêtement, nous ne nous soucions pas trop de cela, nous l'avons juste fait au passage. Fournir des services cloud n'est pas notre objectif principal. Notre objectif reste de réaliser l'AGI. Pour l'instant, je ne vois pas de nouvelles solutions, mais les grandes entreprises n'ont pas non plus d'avantages évidents. Elles ont des utilisateurs existants, mais leur flux de trésorerie est aussi leur fardeau, ce qui peut les rendre vulnérables à la disruption. Comment voyez-vous le destin final des 6 autres startups de grands modèles en dehors de DeepSeek? Probablement 2 à 3 survivront. Actuellement,
elles en sont toutes au stade de la combustion d'argent, donc celles qui ont un positionnement clair et peuvent opérer de manière plus raffinée ont plus de chances de survie. Les autres entreprises pourraient se métamorphoser. Les choses de valeur ne disparaîtront pas en fumée, mais prendront une forme différente. À l'époque du Bican, votre attitude face à la concurrence était jugée comme suivant votre propre voie. Vous vous souciez rarement des comparaisons horizontales. Quel est votre point de départ quand vous réfléchissez à la concurrence ? Je réfléchis souvent à la question de savoir si quelque chose peut augmenter l'efficacité opérationnelle de la société et si vous pouvez trouver une position où vous excellez dans sa chaîne de division du travail industriel. Tant que le résultat final est d'augmenter l'efficacité sociale, c'est valable. Beaucoup de choses au milieu sont transitoires. Se concentrer trop dessus ne peut que nous égarer. Jack Clark, ancien responsable des politiques d'OpenAI et cofondateur d'Anthropic, pense que DeepSeek a embauché un groupe de génies mystérieux. Quel genre de personne a créé DeepSeek V2 ? Il n'y a pas de génie mystérieux. Ce sont juste des diplômés récents d'universités prestigieuses, des doctorants en 4e ou 5e année qui n'ont pas encore obtenu leur diplôme, et quelques jeunes qui n'ont que quelques années d'expérience professionnelle. Beaucoup d'entreprises de grands modèles s'acharnent à recruter des talents à l'étranger, et beaucoup pensent qu'il n'y a que les 50 meilleurs talents dans ce domaine ne sont peut-être pas dans des entreprises chinoises. D'où viennent vos employés ? Le modèle V2 n'a pas été créé par des personnes revenues de l'étranger. Tous sont locaux. Les 50 meilleurs talents ne sont peut-être pas en Chine, mais peut-être que nous pouvons former nous-mêmes de telles personnes. Comment cette innovation MLA s'est-elle produite ? On dit que l'idée est venue à l'origine de l'intérêt personnel d'un jeune chercheur. Après avoir résumé certaines tendances principales de l'évolution de l'architecture attention, il a eu l'idée soudaine de concevoir une alternative. Cependant, de l'idée à la réalisation, c'est un long processus. Nous avons formé une équipe pour cela, et il nous a fallu plusieurs mois pour le faire fonctionner. La naissance de ce type d'inspiration divergente est très liée à votre structure d'organisation totalement innovante. À l'époque du Biquan, vous assigniez rarement des objectifs ou des tâches de haut en bas, mais l'exploration de pointe de l'AGI, pleine d'incertitudes, nécessite-t-elle plus d'actions de gestion ? DeepSeek fonctionne aussi entièrement de bas en haut. Et généralement, nous ne préattribuons pas les tâches, c'est une division naturelle du travail. Chaque personne a son propre parcours unique et apporte ses propres idées, il n'est pas nécessaire de la pousser. Dans le processus d'exploration, quand elle rencontre des problèmes, elle va naturellement chercher des gens pour en discuter. Cependant, quand une idée montre du potentiel, nous allouons aussi des ressources de haut en bas. On dit que DeepSeek est très flexible dans l'allocation des cartes GPU et du personnel. Nous n'imposons pas de limite à chacun pour l'utilisation des cartes et du personnel. Si quelqu'un a une idée, il peut utiliser le cluster d'entraînement sans approbation. De plus, comme il n'y a pas de hiérarchie ni de département, on peut aussi faire appel à tout le monde de manière flexible, tant que l'autre personne est aussi intéressée. Un style de gestion souple dépend aussi du fait que vous avez sélectionné un groupe de personnes fortement motivées par la passion. On dit que vous êtes très doué pour recruter en regardant les détails, permettant de sélectionner des personnes excellentes selon des critères non traditionnels. Nos critères de sélection ont toujours été la passion et la curiosité, donc beaucoup de gens ont des expériences particulières, c'est très intéressant. Beaucoup de gens ont un désir de faire de la recherche qui dépasse largement leur intérêt pour l'argent. Le transformé est né dans le laboratoire d'IA de Google, ChatGPT est né chez OpenAI. Quelle différence voyez-vous entre les laboratoires d'IA des grandes entreprises et une start-up en termes de valeur d'innovation ? Que ce soit les laboratoires Google, OpenAI ou même les laboratoires d'IA des grandes entreprises chinoises, ils ont tous de la valeur. Le fait que ce soit OpenAI qui les fait a aussi une part de hasard historique. L'innovation est-elle largement une question de hasard ? J'ai remarqué que les salles de réunion au milieu de vos bureaux ont des portes qui peuvent être ouvertes librement des deux côtés. Vos collègues disent que c'est pour laisser place au hasard. Dans la création du Transformer, il y a eu cette histoire où quelqu'un qui passait par hasard a entendu, s'est joint et a fini par en faire un cadre universel. Je pense que l'innovation est d'abord une question de conviction. Pourquoi la Silicon Valley est-elle si innovante ? D'abord parce qu'elle ose. Quand ChatGPT est sorti, tout le pays manquait de confiance dans l'innovation de pointe, des investisseurs aux grandes entreprises. Tous pensaient que l'écart était trop grand et qu'il valait mieux se concentrer sur les applications. Mais l'innovation nécessite d'abord de la confiance en soi.
Cette confiance est généralement plus évidente chez les jeunes. Mais vous ne participez pas au levée de fonds, vous communiquez peu à l'extérieur, votre présence sociale est certainement moindre que celle des entreprises actives en financement. Comment vous assurez-vous que DeepSeek reste le premier choix pour les personnes travaillant sur les grands modèles ? Parce que nous faisons les choses les plus difficiles. Ce qui attire le plus les talents de haut niveau, c'est certainement de résoudre les problèmes les plus difficiles au monde. En fait, les talents de haut niveau sont sous-estimés en Chine. Parce qu'il y a trop peu d'innovations fondamentales au niveau sociétal, ils n'ont pas l'occasion d'être identifiés. Nous faisons les choses les plus difficiles, c'est ce qui les attire. Récemment, la sortie d'OpenAI n'a pas débouché sur GPT-5. Beaucoup pensent que c'est un signe clair que la courbe technologique ralentit. Et beaucoup commencent à douter de la scaling law. Qu'en pensez-vous ? Nous sommes plutôt optimistes. Toute l'industrie semble suivre les attentes. OpenAI n'est pas non plus divin. Ils ne peuvent pas toujours être en tête. Combien de temps pensez-vous qu'il faudra pour réaliser l'AGI ? Avant de publier DeepSeek V2, vous aviez publié des modèles de génération de code et de mathématiques et vous êtes passé des modèles denses aux MOE. Alors quelle est votre feuille de route pour l'AGI ? Peut-être 2 ans, 5 ans ou 10 ans. En tout cas, ce sera réalisé de notre vivant. Quant à la feuille de route, même au sein de notre entreprise, il n'y a pas d'opinion unanime. Mais nous avons effectivement parié sur 3 directions. La première est les mathématiques et le code, la deuxième est le multimodal, et la troisième est le langage naturel lui-même. Les mathématiques et le code sont un terrain d'expérimentation naturelle pour l'AGI, un peu comme le Go. C'est un système fermé et vérifiable, où une intelligence très élevée pourrait être réalisée par apprentissage autonome. D'autre part, le multimodal et la participation à l'apprentissage dans le monde réel humain sont peut-être aussi nécessaires pour l'AGI. Nous restons ouverts à toutes les possibilités. À quoi ressemblera selon vous l'état final des grands modèles ? Il y aura des entreprises spécialisées qui fourniront les modèles et services de base. Il y aura une longue chaîne de division professionnelle du travail. Plus de gens construiront dessus pour répondre aux besoins diversifiés de toute la société. Au cours de l'année dernière, il y a eu beaucoup de changements dans les startups de grands modèles en Chine. Par exemple, Wang Weiwen, qui était très actif au début de l'année dernière, s'est retiré en cours de route et les entreprises qui ont rejoint plus tard ont commencé à montrer des différenciations. Wang Weiwen a assumé toutes les pertes, permettant aux autres de se retirer indemnes. Il a fait un choix qui était le moins favorable pour lui, mais bon pour tout le monde. Donc c'est quelqu'un de très intègre, et je l'admire beaucoup pour cela. Sur quoi concentrez-vous le plus votre énergie maintenant ? Je concentre principalement mon énergie sur la recherche de la prochaine génération de grands modèles. Il y a encore beaucoup de problèmes non résolus. Les autres startups de grands modèles persistent toutes à vouloir tout faire. Après tout, la technologie n'apportera pas d'avance permanente et il est aussi important de saisir la fenêtre temporelle pour transformer l'avantage technologique en produit. Est-ce que DeepSeek ose se concentrer sur la recherche de modèles parce que la capacité des modèles n'est pas encore suffisante ? Toutes les approches sont des produits de la génération précédente. Elles ne seront pas nécessairement valables à l'avenir. Utiliser la logique commerciale d'Internet pour discuter des futurs modèles de profit de l'IA, c'est comme si vous discutiez de General Electric et Coca-Cola quand Ponima créait son entreprise. C'est probablement une approche dépassée. Dans le passé, Ubiquan avait déjà des gènes technologiques et d'innovation très forts et sa croissance a été assez fluide. Est-ce la raison de votre optimisme ? Ubiquan a dans une certaine mesure renforcé notre confiance dans l'innovation technologique, mais ce n'était pas non plus un chemin tout tracé. Nous avons traversé un long processus d'accumulation. L'extérieur ne voit qu'Ubiquan après 2015, mais en fait nous avons travaillé pendant 16 ans. Revenons au sujet de l'innovation originale. Maintenant que l'économie commence à entrer en récession et que le capital entre dans un cycle froid, cela va-t-il apporter plus de restrictions à l'innovation originale ? Je ne pense pas nécessairement. L'ajustement de la structure industrielle de la Chine dépendra davantage de l'innovation technologique fondamentale. Quand beaucoup de gens découvrent que gagner de l'argent rapidement dans le passé venait probablement de la chance de l'époque, ils seront plus disposés à se pencher pour faire de véritables innovations. Donc vous êtes aussi optimiste à ce sujet ? J'ai grandi dans les années 80, dans une ville de 5e rang du Guangdong. Mon père était instituteur. Dans les années 90, il y avait beaucoup d'opportunités
de gagner de l'argent au Guangdong. À l'époque, beaucoup de parents venaient chez moi, essentiellement pensant que les études étaient inutiles. Mais maintenant, quand on regarde en arrière, les mentalités ont changé, parce qu'il n'est plus facile de gagner de l'argent. Même l'opportunité de conduire un taxi n'existe peut-être plus. En une génération, tout a changé. À l'avenir, il y aura de plus en plus d'innovations fondamentales. C'est peut-être encore difficile à comprendre maintenant, parce que l'ensemble de la société a besoin d'être éduqué par les faits. Quand cette société permettra aux innovateurs fondamentaux de réussir et de devenir célèbres, la mentalité collective changera. Nous avons juste besoin d'un ensemble de faits et d'un processus. Si cette analyse vous a intéressé et que vous voulez aller encore plus loin dans la compréhension des enjeux géopolitiques actuels, je vous invite à découvrir ma nouvelle chaîne Vision Actu. Vous y trouverez des analyses approfondies sur ce sujet et bien d'autres qui façonnent notre présent et notre futur. N'oubliez pas de vous abonner aux 2 chaînes pour ne rien manquer. À très bientôt pour de nouvelles analyses.